Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Alors, petit débrief hebdomadaire rapide. On va vous parler de trois sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. D'abord, on va revenir sur les 1 an du conflit, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est les 1 an. C'était les 1 an ce vendredi. Deuxième sujet, l'acte 2 de la NUPES, point d'interrogation. Il y a deux personnalités politiques, à savoir la députée Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau et la députée européenne France Insoumise Manon Aubry, qui ont parlé de cet acte 2 de la NUPES, qui ont dit que ce serait bien qu'on entre dans un acte 2 de la NUPES. On verra ce que ça veut dire, ce que nous on comprend que ça veut dire. Et on parlera aussi d'un sujet dont on n'a pas parlé la semaine dernière, mais voilà, les médias et on parle beaucoup depuis 2 semaines. C'est Darmanin. Darmanin. Ben oui, il y a Darmanin aussi qui en parle beaucoup. Ah oui, il y a Darmanin exactement qui en parle beaucoup, exactement. Ça devient un sujet politique. C'est le Pierre Palmade. Donc depuis son accident de la route, parce que a priori, pour l'instant il n'y a pas les conclusions de l'enquête, mais il était sous drogue. Voilà, et tout ce qui s'en est suivi. On en parle après. Exactement. Donc le premier sujet, les 1 an de la guerre en Ukraine. Vas-y Catherine. Comment est-ce que toi tu aborderais cette question? Qu'est-ce que politiquement, parce que c'est comme ça, nous on parle beaucoup de politique, tu vois, qu'est-ce que je sais que tu parles beaucoup du fait que c'est une des choses les plus graves en fait qui arrivent en ce moment, et que toi tu dis, je t'entends beaucoup dire tous les jours, putain c'est dingue comme on n'en parle pas assez. En fait, comme on n'arrive pas à en parler, pourquoi c'est pas le sujet politique le plus important? Pourquoi Non, d'abord, c'est évident qu'il y a quand même des sujets sociaux qui nous ont beaucoup occupés. La question des retraites, ça a recouvert un peu cette question, mais c'est antérieur à ça. Je pense que d'abord, je pense que la guerre, c'est le sujet le plus grave, l'événement le plus grave pour une société, et que les Ukrainiens en premier, les Russes, mais d'une certaine façon l'Europe se retrouvent avec cette question de la guerre, et donc la menace de la mort, de la destruction, de la souffrance, d'un basculement soudain des vies. Et donc ça, c'est pour ça que je trouve ça plutôt très intéressant ce qu'ont fait les journaux cette semaine, d'une façon générale, et les médias en général, qui ont pas mal rendu compte de ce que ça veut dire pour les Ukrainiens que cette situation, cette guerre dans leur vie à eux quotidienne. Mais ce que je crois, c'est que c'est un événement qui nous dépasse, enfin qu'on a absolument du mal à appréhender pour plusieurs raisons. D'abord, on ne s'y attendait pas, parce que je veux dire, la guerre en Europe, c'est totalement inattendu, incompréhensible, imprévisible, etc. Le deuxième chose, c'est qu'il y a cette question de la guerre nucléaire qui hante les esprits. Et le troisième aspect, c'est probablement que ça nous met devant un monde qui nous échappe un peu. Tu vois, on s'en est parlé tout à l'heure, on se disait, mais au fond, c'est quoi les bases de la fin de la guerre? Qu'est-ce que sont les buts de guerre des uns et des autres? C'est pas clair. Est-ce qu'il y a quelque chose de négociable dans la volonté des Russes d'annexer au minimum le Donbass et de conserver la Crimée? La Crimée, merci. D'annexer le Donbass et de conserver la Crimée pour des raisons qui sont des régions géostratégiques, tandis que l'Ukraine veut retrouver l'intégrité de son territoire, et que si on lâche sur ça, on voit pas bien comment on peut tenir le monde. Donc on voit pas comment on peut arbitrer, comment il peut y avoir une négociation qui s'ouvre sur cette base-là. L'Ukraine doit retrouver son unité territoriale, et du coup, quel est l'avenir pour la Russie? Sa défaite militaire certainement, son écrasement probablement pas. Enfin, je veux dire, on n'en veut pas. On est quand même instruit de ce que ça veut dire. Mais aussi l'autre chose qui est très troublant, je crois, c'est
c'est le fait que il y a tant de pays qui ne rentrent pas dans le débat. Mhm. Ça concerne le monde et tous ces pays du Sud qui ne se prononcent pas, qui s'abstiennent, qui sont donc pas du côté de la Russie, mais qui non plus ne prennent pas de position franchement du côté de l'Ukraine, c'est troublant et on se dit comment on fait pour faire évoluer les choses. Clémentine Autain a fait une tribune qui est tout à fait raccord avec les idées que défend également Bertrand Badi dans la midinale de cette semaine. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, ce qu'il faut, c'est quand même qu'on se défasse absolument de cette vision bipolaire du monde, avec l'Occident d'un côté qui serait le camp du bien face au camp du mal qui serait la Russie, et qu'il faut qu'on intègre, qu'on fasse une place au Sud, le Sud global, selon l'expression de Badi, c'est-à-dire le Sud géographique et le Sud géopolitique, et que ces acteurs-là, ces pays-là, soient véritablement partie prenante et qu'on leur donne place dans la résolution du conflit, qu'on leur donne et que le support de cette résolution, c'est le respect du droit international, mais aussi une politique internationale qui soit plus équitable, notamment sur les enjeux, comme on voit au moment des COP, c'est cette question-là qui monte, quoi, qu'on acte à l'échelle mondiale une transformation du monde et que d'une certaine manière, je crois que ce conflit en Ukraine nous met devant cette réalité d'un monde qui a changé et qu'on peut pas raisonner avec nos vieux concepts et on est un peu bousculé, quoi. Exactement, d'autant que ces vieux concepts, notamment par exemple ce vieux concept des puissances dans notamment la guerre froide, il y a une volonté chez certains des acteurs de les réactiver. Quand on voit la façon dont se comporte à la fois Vladimir Poutine d'un côté et de l'autre côté Joe Biden, d'ailleurs qui tous les deux voilà sont des vieux messieurs et qui ont connu la guerre froide et qui ont grandi dans la guerre froide, évidemment ils ont envie eux on voit que leur façon de faire c'est réactiver la guerre froide, alors même que la réalité du monde global en fait dans lequel on vit ne correspond plus du tout aux réalités de la guerre froide et du choc des puissances, du choc des camps, comme tu disais tout à l'heure. Ça c'est la première chose. Après, il y a la deuxième chose avec laquelle on a un peu de mal à se dépatouiller, c'est comment il y a la question du droit international qui est fondamentale. Et il s'avère que si c'est notre grille de lecture, c'est le droit international, alors la Russie est la seule fautive dans cette histoire. Elle est l'agresseur, elle est le belligérant par excellence, agressif, etc. Ok. Et je pense que il faut s'en tenir à ce droit international. Enfin, je veux dire, c'est le plus important si on veut garder dans la tête un horizon de paix. On peut pas s'affranchir du droit international. Le seul problème, enfin, du coup, il serait naturel pour des pays qui sont alors Bertrand Badi dit qu'on est des co-belligérants passifs, mais pour les pays tiers en tout cas qui sont pas directement dans le conflit comme l'Ukraine et la Russie, il serait naturel d'aider la résistance ukrainienne le plus que l'on peut. La question c'est comment aider la résistance ukrainienne le plus que l'on peut, c'est-à-dire que on voit les demandes de Zelensky mois après mois, il demande des fusils, il demande des chars, il demande des avions, il demande des matériels de précision, et c'est bien sûr naturel, il résiste dans son pays. Nous, quand je dis nous, c'est les pays occidentaux, quoi. On dit ok, on va te donner, et c'est normal, il faut que tu résistes. Au nom du droit international, on va te fournir en armes, parce que c'est pas possible que la Russie soit présente sur son territoire. Et en même temps, ce faisant, on participe, en fait, on donne à des populations des outils de mort, des outils de souffrance, il faut savoir que
malgré tout le mal que je pense aujourd'hui de ce que fait la Russie en Ukraine, la chair à canon, c'est des hommes du peuple. Hein. C'est jamais l'élite hein, qui meurt sur le champ de bataille. Et donc en fait c'est un peuple contre un autre peuple les 200 000 morts ou les 300 000 morts maintenant qui est en train de faire cette guerre. Ben c'est toi, c'est moi, c'est genre c'est des fils, des frères et des pères. Donc et se pose, t'as posé la question tout à l'heure de l'arme nucléaire, même sans parler de ça. En fait, évidemment, aujourd'hui, on a beau dire que l'armée russe est à poil, a du mauvais matériel, etc. Elle reste quand même une armée très puissante, autrement plus puissante que l'armée ukrainienne, qui résiste vraiment courageusement et vaillamment, mais elle reste plus puissante. Donc si en fait on continue à apporter des chars, bah en face, bah eux aussi ils vont apporter des chars, et voilà, et le taux de souffrance va ne faire qu'augmenter. Du coup, on arrive à il faut bien faire quelque chose. Donc Jürgen Habermas dans une tribune au Monde dit bon bah il faut négocier. Ça y est, un an de conflit, négocions. Ok. Sur quelle base, tu l'as très bien dit, c'est hyper compliqué parce que si on s'en tient au droit international, bah c'est tout ce qu'a fait la Russie en enclenchant cette guerre, bah il faut lui dire bah ciao bye bye et donc et ça peut-être que c'est ce que Emmanuel Macron considère comme écraser la Russie ou humilier la Russie si on lui enlève le Donbass et l'Ukraine, sauf que bah c'est les règles du droit international. Donc c'est hyper compliqué, on sait pas trop sur quelle base négocier. Pourtant, il faut négocier. Alors, tu parlais de ces pays qu'on a du mal en fait parce que pour le coup moi je lis beaucoup la presse etc et je vois que la question des pays africains alors, à part la Chine, on parle beaucoup de la Chine. Alors là, eux, on sait très bien ce qu'ils font, on sait très bien le moindre mouvement du ministre des Affaires étrangères chinois en Russie, on est au courant immédiatement, on a un push du monde. En revanche, l'Inde, par exemple, est beaucoup plus discrète. Enfin, elle est quasiment absente en fait des analyses géopolitiques sur le sujet, alors même que par exemple, le ministre des Affaires étrangères indien a développé un nouveau concept dans un discours que j'ai trouvé fort intéressant. C'est le concept de multi-alignement. C'est-à-dire qu'il dit non, nous ne sommes pas les non-alignés, nous sommes les multi-alignés. C'est-à-dire que et ce faisant, en fait, il casse la logique campiste en disant en disant c'est pas que nous ne participerons pas à votre guerre, à la guerre russo-ukrainienne et à un truc, lui, il a l'impression qu'il est un peu éloigné, c'est plutôt que nous pouvons y participer, mais attention, nous pouvons y participer, mais dans les deux camps. C'est-à-dire que genre on n'a pas dit exactement avec qui on serait aligné. Nous on veut pouvoir continuer à discuter avec c'est ce qu'il dit dans son discours avec les Chinois, avec les Russes et avec les Américains. Et c'est ce qu'il défend comme une doctrine. Et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de pays africains et asiatiques qui sont tentés en fait par cette tierce voie en fait qui alors le danger, c'est ce que me disait Chloé Ridel, qui est la directrice adjointe de l'Institut Rousseau dans une midnight que j'ai faite jeudi. Elle me disait, il faut absolument se focaliser sur ces 30-35 pays qui s'abstiennent à l'ONU sur les résolutions pour condamner la Chine, pour condamner la Russie, parce que la Russie, elle s'en occupe. Et la Russie, elle veut absolument récupérer ces pays-là, qui sont principalement des pays africains et sud-asiatiques, et ils font un lobbying intense pour que ou bien ils restent dans cette position, ou bien ils finissent par voter même contre les sanctions, c'est-à-dire que ils basculent totalement dans le camp russe. Dans le camp occidental. Dans le camp russe. Parce que les Russes, il faut s'opposer à ça. Exactement. Et donc ça, il y a un vrai enjeu. Alors, c'est un enjeu d'influence, mais c'est aussi un enjeu de compréhension du monde. Parce que effectivement, nous, on est complètement parfois j'ai l'impression concentré sur ce qui se passe. On a l'impression que les seuls acteurs c'est les États-Unis, l'Union européenne, l'Ukraine, la Russie et puis un peu la Chine. Et voilà. Et puis là on a résolu ça c'est le monde et puis on se répond entre nous etc. Sauf qu'on a oublié que en fait si on comprend l'Inde, toute l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, on a plus de la moitié de la population mondiale. Donc et qu'on peut pas genre imaginer dans la mesure où comme le dit Bertrand Badi c'est une guerre mondialisée, c'est-à-dire qui touche parce que la Russie a une place importante dans la chaîne alimentaire, a une place importante dans la chaîne énergétique, etc.
tout le monde entier, toutes les populations du monde entier sont impactées en fait par cette guerre. On ne peut pas dire, ah bon, bah, le Brésil, qu'est-ce qu'on en a à foutre, l'Afrique du Sud, le Tchad, tout ça, genre, bah, eux, ils ont pas voix au chapitre, on va arrêter tout ça entre nous. Donc, il faut les prendre en considération. Et aujourd'hui, alors, on peut se dire, bon, bah, l'ONU, c'est finalement le bon cadre pour en parler. Sauf que, bah, à l'ONU, ça marche pas. Bon, ça, je suis désolé de le dire à Bertrand Badi. Enfin, genre, c'est un cadre qui apparaît aujourd'hui encore plus après la crise du Covid, complètement obsolète. Je veux dire, à part publier des résolutions une fois tous les 6 mois, hélas, ce n'est pas là qu'on va résoudre les conflits. Donc, il faut travailler en fait à la construction de cet autre cadre qui permette en fait à tout le monde de trouver une place et c'est peut-être de là qu'on pourra trouver une solution. Mais encore une fois, enfin moi vraiment, de toute façon on l'a bien dit tous les deux, il n'y a pas de solution. Enfin, on ne voit que des blocages. Il faut que la Russie dégage, comme l'a dit le ministre Colonna, notre ministre des Affaires étrangères tout à l'heure. Elle disait la Russie doit partir de l'Ukraine, de tout le territoire ukrainien. Voilà ce qu'elle annonce. Elle fait une déclaration. Bon, d'accord, c'est bien, et elle a raison, mais c'est compliqué d'imaginer que ça puisse être un point de départ dans la mesure où les Russes veulent pas partir du Donbass ni de la Crimée. Oui, moi ce que je crois, c'est qu'on peut vraiment pas penser que c'est une guerre qui concerne le monde occidental et que le reste serait des forces d'appui, des forces d'appoint. Donc c'est pour ça que je trouve que le concept de Badi de guerre mondialisée est un bon concept parce qu'il est de fait dans les implications de cette guerre. C'est à l'échelle mondiale, mais que par ailleurs, ce sont tous ces acteurs qui ne sont pas du monde occidental qui peuvent peser pour la résolution de cette guerre. Ça, c'est le premier point. On ne peut pas donc s'imaginer qu'on est dans une guerre mondialisée, dans une guerre Occident contre, mais on est bien dans un enjeu qui est mondial et qui concerne tout le monde. Le deuxième point, c'est que je pense que la question du droit international doit aussi être articulée, ce que je disais tout à l'heure, à de la politique internationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je pense, c'est Dominique de Villepin que j'ai entendu hier soir à la télé dire on n'a jamais jugé le crime de 2004, de 2003 et 2004, c'est-à-dire l'invasion de la Syrie par les Américains et les Anglais. Ça n'a c'était de l'Irak. De l'Irak, t'as raison. Ouais, de l'Irak. Ça n'a jamais été jugé. C'est un crime effroyable qui a déstabilisé, dont on ressent encore aujourd'hui les effets. Sur la base d'un mensonge. Oui, et ça n'a jamais, il y a jamais eu de conséquences. C'est-à-dire que cette question du droit international, c'est le respect des frontières certainement, c'est probablement la question de la Cour pénale internationale que les États-Unis et Israël n'ont pas ratifiée, c'est la question de la gestion du dérèglement climatique qui doit être pris d'une toute autre manière, c'est la question des politiques alimentaires. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut réarticuler la question du droit international avec la question politique qui peut permettre à tout le monde de retrouver place autour de la table. C'est-à-dire que les enjeux qui se jouent ne sont pas que des enjeux abstraits, ne sont pas que des enjeux de territoire et de frontières, mais sont bien des enjeux qui se traduisent dans des politiques concrètes pour les peuples de ces différents pays. Donc moi, bon, je vois bien que l'ONU est extrêmement faible, au moins c'est un lieu où on se parle encore, et c'est un lieu qui acte un peu des rapports de force. C'est-à-dire que malgré tout, on sait qui s'abstient, qui vote, et on voit bien que les efforts que font les Russes pour aller parler à tout ce Sud global n'est pas du tout relayé, enfin contrecarré par d'autres diplomaties qui considèrent que la seule question serait une question militaire, c'est-à-dire qu'il faudrait fournir des armes et aider. Tu vois, cette idée que l'enjeu principal c'est un enjeu occidental et que c'est un enjeu militaire, pour moi, ça nous met dans une impasse pas possible, quoi. D'ailleurs, et pour poursuivre ce que tu viens de dire, les États-Unis ont annoncé cette semaine, par la voix de leur porte-parole, ils ont dit on va se débarrasser, il faut absolument dégager entre guillemets le groupe Wagner d'Afrique. Et donc du coup, c'est intéressant parce que ils ont bien conscience en fait qu'il y a un enjeu avec ces pays de l'Union africaine. Mais eux, ce qu'ils voient,
c'est ah bah le problème en fait c'est encore un problème militaire et donc on va s'occuper des Wagner qui sont des suppôts russes. Et alors même que effectivement je pense que le problème il est plus profond que ça. Et d'ailleurs tu parlais de la guerre mondialisée. Ce qui est intéressant avec le concept de guerre mondialisée, c'est que les paramètres de la guerre, ce qui différencie une guerre mondialisée d'une guerre mondiale, c'est que la guerre mondiale, c'est un jeu d'alliances, en fait. Et donc, en fait, comme tous les pays sont pris dans des alliances, bon, bah, au bout d'un moment, il y a une partie du monde qui est contre une autre partie du monde. Alors même que la guerre mondialisée, c'est que c'est de facto parce que les pays sont interdépendants que lorsqu'il y a un endroit où ça va pas, que tous les autres sont impactés. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que fait une partie de ce qu'on pourrait fantasmer le bloc occidental, c'est l'OTAN. Et là, l'OTAN, c'est une alliance à l'ancienne. D'ailleurs, c'est une alliance qu'on avait dit que Emmanuel Macron avait annoncé en mort clinique. Il avait dit en mort cérébrale. Il avait dit l'OTAN est en mort cérébrale. Eh bien, ce truc-là est réactivé. Il est réactivé par les puissances, les États membres. Précisément parce que l'objectif c'est de refaire une guerre froide, mais ça n'a plus de sens en fait. L'OTAN en fait, ou plutôt a un sens très relatif. C'est-à-dire que je parlais, alors justement, je reviens sur ce que je disais avec Chloé Ridel et après peut-être qu'on en terminera là. Chloé Ridel, je lui dis mais quand même l'OTAN, les Russes, les Russes expliquent que c'est à cause de l'OTAN qu'ils ont aussi envahi la Russie. Puis il y a aussi des spécialistes qui disent ça. Et Chloé me répond. Mais attends, l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont envahi l'Ukraine, tu vois, ça n'a pas de sens. Et dans une certaine mesure, elle a raison. C'est-à-dire que ils avaient même pas prévu que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, tu vois. C'est pas ça qui a déclenché la guerre en Ukraine. Il y a du storytelling comme ça. Il y avait une partie de storytelling, mais alors c'était vraiment caché, c'était vraiment le plan caché, non, quoi, de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Poutine, c'est ça qu'il a raconté. Et c'est ça qu'il a raconté, exactement. Non mais donc, c'est parce que il a utilisé genre un vieux vocabulaire d'alliance. Notamment de l'organisation transatlantique Nord, pour valider sa guerre de conquête à l'ancienne. Mais en vérité, tout ça, les paramètres en fait qui ont fait cette guerre sont bien plus complexes et bien plus profonds que juste c'est une alliance contre une autre et puis genre du coup on s'attaque les uns les autres comme en 1914 ou en 1940. Donc et après et vraiment parce que c'est aussi quelque chose d'important, c'est l'absence d'idéologie en fait dans cette guerre. Et ce qu'il a par rapport aux guerres du XXe siècle où il y avait beaucoup d'idéologie, il y avait des blocs idéologiques. Enfin, je veux dire, le Adolf Hitler, il avait une idéologie genre très forte, très puissante, très affirmée, et c'était au nom de ça, en partie, hein, c'est pas le seul paramètre, qu'il avait besoin de faire la guerre. De la même façon, la guerre de 14, il y avait aussi genre des confrontations en fait de courants et de pensées politiques, tu vois, qui s'affrontaient, des mécaniques. Là, il n'y a pas d'idéologie. Là, les blocs, par exemple, on parle de la guerre froide, il y avait quand même deux blocs idéologiques bien forts, le communisme et puis le capitalisme libéral. Là, dire que genre il y a un bloc qui serait le bien contre le mal quand même, non? Mais ça c'est sympa, non, mais c'est pour nous. Alors que genre le communisme contre le capitalisme, c'était assez objectif comme façon de différencier les deux blocs. Aujourd'hui, on a quand même, enfin, je veux dire, c'est la guerre du bien qui défend le droit international, la démocratie, etc. face à Poutine. Mais ça c'est notre lecture particulière. Donc, ce que je veux dire, c'est que capitalisme communiste, c'est une lecture objective. Tu vois, je veux dire, tous les acteurs étaient d'accord de dire que c'était le communisme contre le capitalisme. Là, franchement, ta lecture de la démocratie et le bien contre le mal, les Russes sont pas d'accord, tu vois. Oui, c'est pas ma lecture, mais c'est le récit qui est donné par nous, par les Occidentaux, par la France. Les Indiens sont pas d'accord avec ce récit-là. Les Chinois non plus, tu vois. Genre, ils ont leur propre façon de faire de la démocratie. Donc, il y a plus d'idéologie objective. Oui, enfin, tu veux dire partagée à l'échelle internationale. Exactement. Il n'y a pas d'accord à l'échelle internationale sur un combat qui engagerait des visions du monde. Exactement. Et donc c'est très compliqué mais je pense que ça mérite un peu de décantation en fait et de réflexion et comme le disait Chloé Ridel et je terminerai là-dessus. Chloé disait il ne faut pas laisser les questions géopolitiques, même si Bertrand m'a dit déjà ce mot, il ne faut pas laisser les questions géopolitiques aux chefs d'État. En fait, ça doit être pensé à plein d'autres niveaux de la société. Alors, dans les universités,
dans le peuple, dans les associations, dans tous les liens en fait qu'on a créés nous en fait individus autour du monde. Non mais c'est hyper important. Oui, je Nous suis on a d'accord. des liens. Moi j'ai des liens aujourd'hui sur les réseaux sociaux par exemple avec plein de Chinois. Genre je sais pas, je sais pourquoi, c'est grâce à mon mec parce que il est danseur étoile et qu'il y a plein de Chinois du coup qui le suivent et qui se retrouvent à me suivre. Mais je suis lié avec des Chinois sur Instagram. Et ça, ce lien-là, bah, il existe. Il est ténu, il n'est pas hyper puissant, il est faible, mais il existe. Oui, mais en fait, c'est la conséquence de l'histoire de la guerre mondialisée qui en fait acte que nous ne sommes plus simplement dans un monde constitué d'États-nations, mais on est dans un monde avec des interdépendances multiples et des acteurs qui sont directement à l'échelle mondiale, qui sont très nombreux, et des enjeux mondiaux qui sont très nombreux. Donc, on a des sociétés qui en fait agissent aussi à cette échelle-là. Donc, c'est la suite de cette. Et c'est ça que ça nous raconte quand même, cette histoire de cette guerre en Ukraine et de la difficulté d'entrevoir l'issue. C'est qu'en fait, cette issue, elle va pas se réduire ou se résumer à mettre des chefs d'armée ou des chefs d'État autour d'une table. Ça va être quelque chose qui va être certainement plus complexe que ça parce que ce sont pas simplement les belligérants qui vont être autour de la table. Ça va être un enjeu de résolution plus large qui va probablement engager au-delà des armées et des chefs d'État et au-delà des deux acteurs en présence. Deuxième question, au moins aussi compliquée. Ouf. La NUPES. La NUPES. Acte Alors, 2. acte 2. Donc, s'il y a acte 2, comme je te le disais juste avant, ça veut dire qu'il y a eu un acte 1 qui s'est terminé. C'est ce que sous-entend... C'est pas parce que Sandrine Rousseau et Manon Ombry l'ont dit que c'est vrai. D'accord. Non, mais ni qu'on doit être d'accord, ni que c'est acté. Oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, elles deux disent, il faut qu'on passe à une nouvelle étape. Voilà. Alors, c'est quoi cette nouvelle étape? C'était quoi l'acte 1? Vas-y, définis-nous l'acte 1. Vas-y, à toi, Pablo. Allez. Non, mais l'acte 1, si je dois résumer très rapidement, il y a eu une constitution. Jean-Luc Mélenchon a écrasé la gauche au présidentiel en 2022. Ensuite, sur cette base, il a proposé un rassemblement aux trois autres forces de gauche que sont les écologistes, les socialistes et les communistes, qui ont accepté. Il était du fait qu'il avait écrasé tout le monde à la présidentielle, les insoumis étaient vraiment prépondérants et hégémoniques dans la répartition des sièges aux législatives, ce qui paraissait assez normal, hein, vu le contexte à l'époque. Il y a les élections législatives, le groupe le plus important est celui de la France insoumise, ensuite il y a les trois autres derrière. Il se passe 6 mois, 8 mois, 9 mois à l'Assemblée nationale. Alors on nous avait annoncé plein de choses très belles, genre un Parlement d'union populaire qui devait, genre en gros, renforcer la NUPES en dehors du Parlement, mais dont on n'a pas, je ne crois pas me tromper si je dis qu'il s'est pas réuni et que qu'il n'a pas travaillé. Mais voilà, c'est peut-être des problèmes d'emploi du temps, de calendrier, j'en sais rien, mais enfin en tout cas il s'est pas réuni. Il y a eu des groupes interparlementaires. Donc les deux parlements, le Parlement de l'Union populaire n'a pas travaillé. Il a été un soutien pour Jean-Luc Mélenchon. Il était une autre façon de constituer un comité de soutien pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et le Parlement de la NUPES était aussi une manière de mettre sur une même liste des intellectuels venant des différents. Mais ça aurait pu être aussi l'occasion d'un travail extra-parlementaire en commun. Pour cela, il faut, ne serait-ce que pour imaginer qu'on va le faire, il faut avoir des objets de travail, il faut avoir défini. Je veux dire, il n'a jamais été question de tout ça. Il a juste été question de rassembler des gens qui étaient ce qu'on appelait avant des comités de soutien et qui s'est appelé là le Parlement. Mais en fait, ça n'a jamais été un Parlement. D'abord, ils n'ont jamais été élus, bien entendu, et ensuite, surtout, ils n'ont jamais travaillé en aucune façon. Mais voilà, ce que je pense, c'est que là, pour l'instant, il faut sortir du comité de soutien pour passer à Parlement. Je suis pas sûre, mais en tout cas à l'Agora, ça peut être. Ce serait quand même déjà plus intelligent de donner un nom juste à la chose. Un Parlement, c'est des gens qui sont délégués
qui représentent des gens qui les ont désignés, mais là non quoi. Alors du coup, il y a ça, il y a aussi un travail parlementaire. Bon, un travail parlementaire où donc a priori ils ont des réunions. Je dis a priori parce que tout ça est quand même très flou. Lorsque j'en parle aux députés, ils me disent oui, oui, je crois qu'ils se réunissent Si, il y a un toutes les semaines. intergroupe tous les mardis matin. Exactement. Il y a un intergroupe tous les mardis matins. Pourquoi tu fais semblant que tu sais pas? Mais non, mais parce que en fait, lorsque tu poses la question, tu sais bien que non, le Parlement ne s'est pas réuni. Tu sais bien qu'il y a une réunion tous les mardis matins de l'intergroupe. Il fait semblant qu'il est pas au courant, mais si. Non, bien sûr, il sait. Ce que je veux dire, c'est que non, mais quand tu poses la question effectivement à ceux qui savent, ils savent. Tu demandes la question à des députés qui sont un peu moins au courant. Ils sont là, oui, oui, je crois, parce que en fait, oui, c'est ça le problème, tu vois, c'est que en fait de cet intergroupe et ça a bien été dit par Sandrine Rousseau notamment, dans cet intergroupe n'est prise aucune décision. Oui. Et pour elle, elle le voit comme un problème. Et elle dit, il faut absolument qu'il y ait un organe décisionnaire de la NUPES pour que on en voit la matérialité de cette NUPES. Parce que pour l'instant, voilà, il y a les chefs ou les représentants des groupes qui discutent, puis après ils retournent chacun dans leur coin, et puis rien ne quand t'es juste député et que t'es pas représentant, bah t'as pas l'impression vraiment d'exister dans la NUPES. Même si il y a des moments où ils se retrouvent, on voit les conférences de presse notamment, où là tout d'un coup il y a encore des représentants qui sont derrière le pupitre, et puis il y en a un de chaque parti. Donc et moi je dis à toute personne, mais ça fait plaisir à voir, de voir que il y a des convergences comme ça qui se font autour de certains combats, notamment au début de la réforme des retraites au Parlement, c'était assez uni, hein, ils disaient tous la même chose. Le problème c'est quand ils sont plus trop d'accord sur la marche à suivre, c'est ce qui a été le cas par exemple pour est-ce qu'on va jusqu'à l'article 7 ou pas. Alors moi je continue de considérer que c'était assez anecdotique comme question, c'est pas partagé par tout le monde, notamment par Catherine, je sais, mais moi voilà, je vois pas tellement, j'ai pas d'avis sur la question d'une part, et je pense pas que c'est si important. Voilà, c'est ça, t'as pas d'avis, mais tu penses que c'est pas important. Et non mais en fait ce que je veux dire c'est que vas-y. Et donc là il y a eu un problème où ils étaient pas d'accord, et les insoumis ont tenu à ce que cet article 7 ne soit pas voté, donc ils ont conservé leurs amendements, et finalement ils sont allés contre alors l'avis majoritaire, mais sachant que c'est eux les majoritaires. C'est vrai que, enfin, je veux dire, c'est eux le groupe le plus important, et que, en fait, s'ils avaient décidé d'envoyer tout le monde se faire foutre, entre guillemets, le fait qu'ils laissent leurs amendements faisait que la stratégie des autres, ce qui était d'aller jusqu'à l'article 7, ne pouvait pas advenir. Donc il y a une espèce de dans leur position de force au Parlement, à l'Assemblée nationale, leur donne de facto une surface pour exprimer leur hégémonie à l'Assemblée nationale. Et comme c'est le seul cadre dans lequel s'exprime aujourd'hui la NUPES, l'Assemblée nationale, eh ben, il y a un petit souci, parce que du coup, tout le monde dit, ah ben oui, mais on n'est pas content, parce que, et d'ailleurs, ça s'est vu dans les votes aux différents congrès du Parti communiste, même s'il n'y a pas encore eu le Parti communiste exactement, il n'y a pas encore eu le congrès, mais à Europe Écologie et Verts et au Parti socialiste, il y a des gens qui râlent. Voilà. Et donc, la demande de Sandrine et Rousseau et de Manon Aubry, c'est de dire maintenant il faut un acte 2 parce que on a besoin de cette NUPES. Alors elles en donnent, voilà, comme je disais, la question de prise de décision, un organe décisionnel qui permette, en gros, de donner de l'existence à cette NUPES. Voilà, ça c'est la proposition de Sandrine. Et Manon Aubry propose une agora aussi, la constitution d'une agora. Voilà, c'est les deux propositions, moi, qui sont ressorties de leurs deux prises de parole. Moi, je pense qu'il y a il y a plein de problèmes qui se sont posés. C'est que bon, il y a la question de l'absence de structure véritable, puisqu'en fait, ce Parlement, donc on a dit en fait, il a jamais été installé véritablement comme un lieu de travail commun. Et si c'est un lieu de travail commun, il peut pas être extérieur au parti, c'est-à-dire il peut pas rassembler des intellectuels. C'est pour ça que ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait des intellectuels dedans, mais enfin, s'il s'agit de faire travailler des formations politiques, il faut forcément que ce soit quand même du pilotage politique. Et dedans, évidemment, il peut y avoir d'autres composantes, notamment des intellectuels, mais également tous les acteurs des mouvements sociaux qui peuvent être dedans et qui peuvent y être à des titres divers. C'est-à-dire, ils y sont en tant qu'acteurs et pas en tant que représentants de tel ou tel parti. Mais le deuxième problème, ce que je pense, c'est qui est complexe, c'est que la gauche, elle est plurielle dans ses organisations.
et on n'est pas prêt, et c'est peut-être même pas très souhaitable, en tout cas moi, à ce stade, c'est pas ce que je pense, qu'il faille faire aller vers de la fusion de ces organisations. Moi, je pense que on est devant une telle difficulté à penser le monde. On vient de parler pendant une demi-heure de cette question de la transformation du monde en général, de notre société en particulier, que nous avons besoin de toutes ces approches qui sont des approches d'histoire, de philosophie, enfin, un ancrage différent, et qu'on a besoin de tout ça. Si c'est intéressant et si c'est pas trop sectaire, c'est mieux que si c'est une approche bornée et sectaire. Mais en tout état de cause, moi, je ne crois pas que nous soyons au bord de rassembler tout ça, et je suis pas certaine que ce soit souhaitable. Donc dans ces conditions, chacun doit garder d'une certaine manière une marge d'autonomie et de souveraineté par rapport à ses propres décisions. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait un organe décisionnel, même à l'Assemblée nationale, même simplement pour les groupes de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire quand bien même on circonscrirait la NUPES à l'Assemblée nationale, ce qui me semble déjà un peu un problème, quand même on circonscrirait à l'Assemblée nationale, ce n'est pas possible. Le Parti socialiste ne va pas soumettre toutes ses positions à un accord avec les autres partenaires. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une réflexion qui ne peut pas être en chacun fait ce qu'il veut, ou il y a un organe qui est décisionnaire. Ça, c'est le deuxième point, qui est ce que tu as soulevé par rapport à l'article, le débat sur l'article 7, c'est qu'en fait, à l'Assemblée, si vous décidez de déposer, ça aurait très bien pu être le Parti communiste qui décide de faire 18 000 amendements. Ils pouvaient, je veux dire, c'est pas parce qu'ils étaient majoritaires qu'ils ont imposé leur tempo et leur rythme, c'est parce qu'ils ont eu une pratique qui était une pratique qui a surplombé les autres. Quand vous faites du bruit, on vous entend plus que quand vous êtes silencieux, ou quand vous parlez gentiment, on vous entend moins que quand vous tapez du poing sur la table et que vous vous mettez debout sur l'estrade. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette façon de procéder, elle par elle-même, elle s'imposait aux autres, pas parce qu'ils étaient les plus nombreux, mais par la forme même de leur manière d'agir, de concevoir leur intervention, elle était dominante, peut-être dominatrice, mais en tout cas dominante par le fait. Donc, ce que je crois, c'est qu'il y a une question qui est en fait plus au fond, qui est le problème de quelle est notre culture politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'il est bien que des gens soient différents, que tout le monde ne pense pas la même chose, qu'on n'ait pas à imposer aux autres son propre point de vue, parce qu'encore une fois, le problème qui s'est posé à l'Assemblée, c'est que c'était contre l'avis des autres groupes parlementaires, des autres partis, mais aussi contre l'avis de tous les syndicats. Alors peut-être que c'est la France insoumise, et encore une fois la moitié de la France insoumise, des députés de la France insoumise, qui avaient raison contre tout le reste du monde, mais dans une société, on ne peut pas avoir tout seul raison contre tous les autres. En science, c'est possible. Pas en politique. On n'est pas dans le même registre. Et donc, Juste la réponse des Insoumis, qui a été faite notamment à la suite de notre dernier débrief où on parlait de ça, c'est ah bah oui, mais les autres ne représentent rien. Et nous représentons tout. Je ne sais pas qui c'est qui a fait cette Non mais réponse, tout le monde, mais elle enfin, est je veux dire, absurde. non mais j'exagère un peu, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, nous, on a fait 22% à l'élection présidentielle, les autres, vous avez fait 0. D'accord. Enfin, ou 3, 0, 5%. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le problème de la culture politique. C'est est-ce que on intègre, même quand on est le plus fort, même quand on est archi le plus fort, le fait que les autres ont une part de vérité, une part d'intérêt, et qu'il faut leur faire place. Moi, ce que je ressens, c'est que s'il y a un acte 2 de la NUPES, le problème est moins d'avoir je veux dire, une charte de fonctionnement que d'admettre, de travailler sur une autre pratique culturelle. Et c'est pour ça que peut-être une agora dans laquelle on travaille de façon relativement large et pas en petits cercles, et qu'on participe à construire des points de vue communs, peut-être que ça va nous aider à se respecter et pas insulter dès qu'on n'est pas raccord. Moi, ce qui m'étonne par rapport à... C'est que j'ai l'impression que la construction d'une partie de la culture politique aujourd'hui, notamment des plus jeunes générations, mais pas uniquement, parce que maintenant ça infuse chez les plus vieux, c'est par le numérique. C'est-à-dire que le lieu d'expression par excellence
j'ai l'impression, du politique, du Mhm. militant politique aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et notamment Twitter. D'ailleurs, il y a qu'à voir dans les sections, il y a de moins en moins de monde. La France Insoumise, ils ont des groupes d'action hein, qui sont d'ailleurs assez. On a toujours du mal à savoir exactement combien il y en a, combien ils sont, etc. Mais les Insoumis, ce qui crée leur cohésion, c'est avant tout le numérique. Donc tu cliques, tu reçois la newsletter et t'es sur Twitter. Et d'ailleurs, tu les vois arriver tous d'un coup et tous genre voilà Mhm. t'insulter, etc. Moi, et c'est la plupart de ces gens sont des anonymes. Hein. C'est des commentaires qui sont anonymes. Moi, ce qui me choque, c'est lorsque la virulence en fait de certains trolls, parce que je peux que les appeler comme ça, vu genre les insultes qu'on reçoit, quand la virulence de ces trolls, en fait, remonte et que c'est des représentants qui se permettent, et je ne citerai pas de nom, mais qui se permettent en fait d'utiliser exactement les mêmes arguments que les trolls pour, en l'occurrence, s'adresser à nous. Et là, je me dis merde. En fait, Ouais. il y a une expression. C'est plus top to bottom, c'est bottom to top la pratique. C'est-à-dire que la pratique des militants infuse en fait la façon dont vont se comporter les représentants. Et là, j'ai un petit problème parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est la culture de Twitter, mais d'ailleurs, c'est pas du tout que dans la politique, c'est une culture de l'exclusion. On le voit sur les questions de foot, on le voit sur les questions liées aux pop stars, etc., aux chanteurs. Je veux dire, les gens passent leur temps à s'engueuler. C'est comme ça que fonctionne Twitter. Mais on ne peut pas imaginer que cette surface, ça doit être peut-être que c'est comme ça que doit fonctionner Twitter. Moi, ça me fait rire et j'utilise beaucoup. Et ça me permet aussi de penser. Mais par contre, on ne peut pas imaginer que cette surface doive s'étendre à l'ensemble en fait de notre vie et notamment à la façon dont on pratique nos sociabilités politiques. C'est pas envisageable. Sinon, comme le dit Catherine, on n'avancera pas. Donc il faut, je sais pas, je dis pas qu'il faut fermer Twitter parce que moi, encore une fois, j'apprends beaucoup de choses via Twitter. Mais par contre, c'est vrai que cette façon de faire si agressive, c'est pas possible. Oui, oui, en fait, enfin, il faut que la France insoumise a le droit de vouloir être le représentant de la colère, si c'est ça que l'analyse qu'elle fait de la situation et de sa fonction sociale, de sa fonction politique. Mais en tout cas, ça ne peut pas être le rapport généralisé de la France insoumise aux autres partenaires de la gauche, que ce soit encore une fois les syndicats, les associations, les journaux, les partis politiques, parce que si c'est ça, il y a pas d'espace commun et il n'y aura pas d'acte 2 s'il n'y a pas d'espace commun. Voilà, il n'y aura pas d'agora, il n'y aura pas de parlement, il y aura rien de tout ça. Il faut qu'on arrête et qu'on descende un tout petit peu, voilà. Pour Sur pouvoir le, penser la suite. ouais, Dernier sujet, on le fait très rapidement. Pierre ouais. Palmade. Bon, Donc, ouais, moi je trouve que cette histoire, ça a pris une proportion absolument démente. Et en fait, moi, j'avais juste envie, c'est moi qui dis à Pablo, on en parle 2 minutes parce que, enfin, je trouve que c'est très significatif d'une manière. Alors, on recommence à avoir cette espèce d'agité du bocal là, Darmanin qui, dès qu'il se passe quelque chose, maintenant veut agir un peu à l'image de Sarkozy, un fait divers, une loi, et donc là, il veut retirer tous ses permis, etc. Mais on n'est que dans une approche répressive, alors que le problème des addictions en France, enfin, est un problème absolument majeur, que le Conseil économique et social a pris des positions assez claires pour qu'on remette en cause cette façon d'appréhender tous les problèmes notamment de drogue et de cannabis en particulier, et que le débat est complètement bloqué sur l'émotion et sur le côté répressif. Et que c'est une manière d'imaginer la résolution de tous les problèmes de notre société qui nous met là encore dans une impasse. ouais, et je suis d'autant plus d'accord avec toi que moi, je me suis tapé, ça fait 2 semaines, je vais souvent sur BFM parce que moi, je viens pour parler des retraites, mais quand même, à chaque fois, on me fait un peu parler de Pierre Palmade, et je vois les spécialistes, en fait, qui sont sur les plateaux, et honnêtement, il y a que des psychiatres, des spécialistes de la dictologie, des responsables d'associations, etc., et ils disent tous la même chose. Ben oui. Exactement ce que tu dis. La répression, ça ne sert à rien, il faut de la prévention et de l'accompagnement. Et là, derrière, le Darmanin arrive, hop, de la répression. Moi, je pense que c'est parce qu'ils sont
radin, parce que ça coûte moins cher. Hein. Enfin, Mhm. globalement, l'accompagnement et la prévention, ça coûte très cher. Hein. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Et la répression, bon, les flics feront un peu plus de De contrôle, contrôle. et puis genre ils ont l'impression qu'ils vont résoudre le problème. Et en plus, ça flatte une partie de son électorat, le plus à droite, voire à l'extrême droite. C'est absolument dramatique. Moi, ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, et qui est très problématique aussi dans le traitement de certains médias, c'est cette façon en fait, parce que là on a parlé donc du fait que il avait pris de la drogue, mais en fait se concatènent plein de sujets parce que la vie de Palmade est quand même elle est à tiroir. Donc alors il y a sa solitude et sa tristesse, son homosexualité, d'ailleurs qui sont liés, le fait que c'est un provincial qui est venu à Paris et qui n'a jamais réussi à s'adapter à la vie parisienne, donc la drogue, ensuite l'accident de voiture. Mais je rappelle que c'est pas parce qu'il a pris de la drogue qu'il a eu un accident de voiture. Il a pris de la drogue, il a pris sa voiture, et ça c'est une pratique excessivement risquée et qu'il ne faut surtout pas, et voire un peu Mhm. criminelle. Hein. Enfin, Mhm. Oui, il faut et l'empêcher, il faut ça. absolument l'empêcher. Mais y a la façon dont on mélange en fait tous les sujets, on a l'impression que en fait quand t'es homosexuel, bah forcément tu prends de la drogue et puis après tu finis dans Dans le fossé, la dans la solitude et la solitude et misère. ça. Mhm. Et parce que tout se Et mélange. pédo... Et... Et exactement. Et là, il y a eu la Ah, cerise sur ça, le là, c'est... gâteau, c'est la Ouais. pédocriminalité. Donc là, j'ai entendu quand même des trucs. En plus, les affaires sont complètement séparées pour le coup. Je veux dire, il y a aucun rapport entre le fait que il ait pris de la drogue et qu'il a eu un accident de voiture et la pédocriminalité. C'est même pas les mêmes juges qui vont s'en occuper. Il y en a un qui est à Melun et Mhm. l'autre qui est à Paris. C'est pas du tout les mêmes structures. Ils vont pas se parler, etc. Et ça n'a absolument aucun rapport. Euh, et là, la On a façon dont les notre nouveau médias. monstre moderne. Exactement. On a un monstre moderne, exactement. Et c'est un problème. Et moi, je dis pas que c'est pas un monstre, hein. Mais par contre, quand Paris Match, qui est quand même un média national, fait sa une en parlant de Pierre Palmade, en mettant sexe, virgule, drogue, virgule, accident tragique, en mettant tout ça sur le même plan, bah ça va pas. Je suis Mhm. désolé. Le Mhm. sexe, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, il a le droit de baiser avec qui il veut. Alors, pas qui il veut, pardon, majeur et consentant, c'est quand même très important. Mais le sexe en soi n'est pas un problème. Son homosexualité n'est pas un problème. Et le problème, c'est que dans les récits médiatiques qui se mélangent avec, comme tu le dis, beaucoup d'émotions, en fait, au bout d'un moment, tout se mélange. Et j'imagine en fait les Oui, gens puis qui écoutent la radio. c'est une star et c'est une famille Voilà, et c'est populaire et showbiz. Non mais c'est le voilà, c'est showbiz et showbiz. face à voilà. Non, mais il y a beaucoup d'ingrédients Mm, qui font que cette affaire marque mm. le pays, mais que la réponse politique qui est amenée, elle est univoque et qu'elle est simplement pour agiter les peurs et pour proposer des réponses qui sont totalement, dont on sait qu'elles sont totalement inadaptées et qui en plus le problème, c'est qu'elle laisse aussi tous les gens qui sont devant ces difficultés, que ce soit les gens qui sont addicts ou leur entourage, complètement démunis. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on ne répond pas à toute cette société-là qui a besoin, au contraire, qu'il y ait des politiques publiques qui fassent réponse. Et Et c'est la même chose sur la pédocriminalité. Sur la pédocriminalité dont il est maintenant accusé, donc il est accusé d'avoir regardé une vidéo pédopornographique à ce stade. Euh, hier, il y avait un spécialiste de ça qui disait la France est le deuxième pays européen et le quatrième pays dans le monde pour la détention d'images pédopornographiques. C'est-à-dire sur nos serveurs, il y a plein d'images pédopornographiques. Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, on développe des unités. Il y a une cyberpolice en charge de ça, qui est dotée de 9000 personnes, ce qui n'est pas rien, ce qui est quand même un contingent neuf important. mille 9000 personnes, Waouh. c'est la police du cyberespace, je sais pas quoi. Donc c'est important, mais le problème c'est que c'est pas assez important par rapport à en fait ce que ça devrait être. En tout cas, ce responsable d'une association de défense des enfants contre la pédocriminalité disait qu'il en fallait plus, quoi. Et lui, il disait, donc c'est super sympa de dire, ouais, il faut le mettre en prison pendant 20 ans pour ça, parce que c'est immonde, effectivement, genre la détention d'images pédopornographiques, parce que derrière, c'est des réseaux mondiaux, blablabla. Mais il dit, ok, mettons-le pendant tôle pendant 20 ans ou toute la vie, je m'en fous. Enfin, je sais bien, mais surtout, mettons les moyens
pour arrêter ces trafics, à la fois les trafics des images et la production de ces images, parce que quand on regarde des images derrière, en fait, faut imaginer que il y a des gens en fait qui les ont filmés et des enfants qui sont des victimes absolues en fait d'une abjection totale et d'une monstruosité totale. Donc il faut mettre en place aussi là des politiques publiques pour essayer de combattre ce crime absolument atroce qu'est la pédocriminalité. Et ben là, a priori, je m'en remets au jugement de ce responsable d'association. Le compte n'y est pas. Bon, eh bien sur ces bons mots, c'était un tunnel. Et ben à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.